Quel bilan vous faites de ce mouvement-là depuis l'acte 1 jusqu'à l'acte 10 aujourd'hui? Faire un bilan, c'est un peu prétentieux. Je pense que, à mon avis, il n'y a pas de bilan à tirer tout de suite. Sauf que la seule observation réelle et sérieuse qu'on peut en dire, c'est que c'est un mouvement qui s'est inscrit dans la durée et qui ne tient pas à se laisser intimider pour rentrer à la maison gentiment. Et ça dure encore. On est à 2 mois, exactement pratiquement jour pour jour. Du 17 novembre, on est le 19-20 aujourd'hui. Et donc, il s'inscrit dans la durée, que les semaines prochaines seront pointées, soulignées par des assemblées générales nationales qui vont avoir lieu à Commercy, dans l'est de la France, et qui seront sur samedi, dimanche, 26 et 27. Et je viens d'apprendre que normalement les plus grandes manifestations qui avaient lieu samedi auraient lieu sûrement le dimanche 27 prochain, pour permettre aux gens d'assister au maximum aux assemblées générales du 26. Et donc on ne fait à mon avis, le mouvement ne fait que de renaître ou de se dessiner pour se projeter un peu dans l'espace et dans le temps, pour que ça soit vraiment dans la durée, malgré toutes les campagnes de blablabla qui se dessinent actuellement et qui ont été lancées cette semaine, comme vous le savez, par le gouvernement et le pouvoir, avec une direction des maires notamment, pour essayer de les appeler au secours pour faire les pompiers. Mais je pense que les gens, largement, ils sont pas cons, pour ainsi dire, pour être un peu trivial, pour se laisser intimider ou se laisser embrigader dans un espèce de dialogue de sourds, un dialogue sans issue. Voilà, je pense qu'on ne peut pas tirer vraiment un bilan réel et sérieux donc de ces 2 mois de lutte, et qui sont un nouveau départ dans la perspective d'une réelle démocratie, pour une exigence populaire, pour que le peuple soit entendu, le travailleur soit entendu, les chômeurs soient entendus, les précaires, etc., etc. Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant à souligner, et qu'il faut tirer le chapeau à toute cette masse de gens, de population, et qui sont quand même plus de 55% qui soutiennent les Gilets jaunes et qui disent qu'il faut continuer. Et moi, je les appelle à continuer. Merci. Voilà. Et justement, sans l'existence des réseaux sociaux, que serait devenu ce mouvement de Gilets jaunes? Bah écoutez, je ne peux pas tirer des plans sur les comètes. Il y a des mouvements sociaux dans l'histoire qui n'avaient pas besoin de réseaux sociaux et qui ont existé, qui ont été aussi importants numériquement. Je me rappelle seulement la grève de 68, de mai et juin 68, qui a connu plus de 9 millions de travailleurs et d'étudiants qui étaient en grève et qui étaient dans la rue. Et on n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque, on n'avait même pas le téléphone portable. Et tout se faisait par... heureusement que la presse, à l'époque, elle n'était pas pourrie comme aujourd'hui. La presse écrite et la presse audiovisuelle, etc., qui n'était pas pourrie, et que nous avons rendu un hommage ou un coup de chapeau à l'époque, et qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Et bien tant mieux, il faut que ça continue, et que de toute façon, même s'ils nous bloquent les réseaux sociaux, maintenant ils nous bloquent les métros. À l'époque ils n'avaient pas bloqué les métros, alors il y avait la grève et qu'on pouvait se déplacer facilement à Paris. Aujourd'hui ils font tout pour pourrir la situation, pour empêcher les gens de venir manifester, et même de les intimider, pas plus loin que tout à l'heure, en nous disant que si vous rentrez, vous ne sortez pas, vous serez nassés. C'était complètement faux, et moi je leur ai dit merde, on est venu pour la manif, et bien on rentre, et s'il faut rester nassé dedans, on reste. Voilà. Je pense que c'est Est-ce que vous craignez pour votre vie aujourd'hui avec toutes ces violences policières quand vous sortez en gilet jaune pour aller manifester les samedis? Bah, écoutez, personnellement, non, je ne crains pas, et je pense qu'il faut pas en avoir peur, parce que c'est ce qu'ils essayent de faire dans la propagande, dans l'esprit des gens, en disant n'y allez pas, il y aura de la violence. Mais la violence, elle vient du pouvoir, elle vient des forces de désordre. Malgré tout ce que vous avez vu, l'affiche de tout à l'heure, où tous les gens qui sont éborgnés, qui sont morts, ou qui ont perdu l'œil ou un membre, vous l'avez vu l'affiche il n'y a pas longtemps, elle n'est pas loin d'ici, vous allez la filmer, j'espère.
Et vous voyez que la force et la violence, elle vient du côté des forces de l'ordre et du côté des pouvoirs qui nous empêchent de nous exprimer et de manifester pacifiquement. Et s'il y a des casseurs, ils n'ont qu'à se démerder, eux, de les arrêter, et non pas les gilets jaunes qui n'ont rien, qui sont là désarmés, et qui vont arrêter ces fameux casseurs, et qui sont venus se manifester, et ils ne sont pas venus pour faire le service d'ordre de l'État, hein, pour protéger les provocateurs ou les casseurs qui sont le plus souvent déguisés parmi la BAC et parmi les flics. Voilà. Maintenant, il ne faut pas qu'ils continuent à faire peur. Maintenant, ça suffit. J'ai oublié de dire. Si vous voulez, je vous donne la parole après. Je termine avec lui, je vous donne la parole après. Ouais. Le grand débat national lancé par Emmanuel Macron a commencé. Quelle analyse vous faites pour son démarrage? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était du blablabla. Moi, j'en fais aucune analyse. Je ne participe pas, je ne le suis même pas. Je m'en fous. De toute façon, ça ne m'apportera rien du tout. De toute façon, le gouvernement il est en train un peu de faire le chef d'orchestre, de brandir un peu la carotte et le bâton, comme on dit. Et c'est lui qui a dessiné le plan et toutes les questions qui seront abordées. C'est du blablabla pour gagner du temps. Alors que nous, on l'attend sur un autre terrain, c'est le terrain économique, c'est un terrain de la réforme fiscale, la réforme des revendications qui sont portées par la population et par les gilets jaunes et pour l'ensemble de la population et des salariés qui luttent, qui en ont marre, qui n'arrivent plus à supporter ce pouvoir qui nous méprise, qui nous renvoie à notre misère quotidienne ou alors pour dire venez on va discuter. Bon, voilà, on verra bien ce qui va en sortir. De toute façon, les gilets jaunes aussi, ils vont lancer leur cahier de revendications, leurs assises pour ainsi dire, et on va voir ce qui va se dire de part et d'autre. Est-ce que vous êtes pour ou contre une restriction de l'utilisation des lanceurs flashball? Et tout à fait. Je pense que les libertés démocratiques, les libertés d'expression, par exemple en 68, si je me souviens bien, il y avait pratiquement très peu je crois qu'il n'y avait pas de gaz lacrymogène à l'époque où il y en avait très peu. Il n'y avait que les flics avec leurs matraques. Et puis les manifestants, bon, s'ils sont arrivés à des pavés, à défaire des pavés, c'était pas, ils n'ont pas renversé la France, ils ont fait un coup d'État. Donc, il y a toute une espèce de criminalisation de l'action politique, de l'action revendicative, de l'action syndicale, de l'action sociale, où les délégués syndicaux, les ouvriers grévistes, comme une force d'opposition pour le pouvoir, c'est devenu une force à réprimer, et ils se sont armés de tous les moyens, flashball, gaz lacrymogène, canon à eau et tout ça, pour essayer de nous étouffer, pour essayer de nous opprimer et nous empêcher de nous exprimer. Et moi, je suis pour l'interdiction de ces armes qui sont vraiment Et moi, je vous dis franchement, là où j'ai reçu le plus de gaz, un peu paradoxalement, pas tout à fait pendant cette manif des Gilets jaunes, mais depuis 2016, depuis les grèves, les manifestations contre la loi travail, la loi El Khomri, et après il y a eu les ordonnances Macron et tout ça, je n'ai bouffé, je dirais, plus de gaz lacrymogène à cette époque, j'en ai même attrapé l'asthme avec ça, et je pense que ça devrait être interdit. Et c'est vrai que j'ai des collègues, même en 2016 et 2017, j'en ai un collègue de ma branche d'activité qui a perdu l'œil juste en arrivant de la Bastille à la place de la République en 2016 déjà, ou 2016 ou 2017, pour vous dire. Et donc, et quand on voit le nombre de personnes qui ont été éborgnées, qui ont été mutilées, qui ont été même morts depuis le départ, depuis le début de la lutte des mouvements des Gilets jaunes, ça, on ne l'a jamais vu en 68, monsieur, ni en 36 d'ailleurs, où il y avait, je vous dis, 9 millions de grévistes et que ça a duré plus de 2 mois. Et la France était bloquée. Eh ben, on a eu, je crois, un mort à l'époque. D'ailleurs, ils n'ont pas comptabilisé vraiment, qui s'appelle Gilles Totin, et qui a été visiblement un peu en dehors de Paris, et qui a été balancé à la Seine, ou qui a été mort en 68. Mais là, en 2018 et en 2019, il y a eu des blessés, il y a eu des gens éborgnés, il y a eu des gens morts dans ce mouvement des Gilets jaunes, grâce aux forces du pouvoir Macron qui nous massacre. Voilà. Dernière question, qu'est-ce qu'il faut finalement aux Français pour être mieux représentés, au peuple français pour être mieux représenté?
Bah ça, écoutez, moi je ne suis pas à la place du peuple français pour dire voilà. Donc les gilets jaunes, les Français s'expriment massivement à travers la revendication de ce référendum d'initiative citoyenne ou populaire ou tout ce qu'on veut. Et si, pour moi, je pense que si on arrive à un moment de blocage, de clivage des institutions et que personne ne veut écouter l'autre, moi je pense qu'il faut écouter la base, il faut écouter la base de ces gens qui luttent et il faut procéder à une espèce d'assemblée constituante pour voir comment le peuple demande à être représenté par des représentants ou par une démocratie participative. Moi je pense que c'est au peuple qu'il faut donner la parole et c'est à lui de décider à travers une assemblée constituante qui va élaborer cette décision de comment il voit la meilleure façon de se faire gouverner.